à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons quels sont les enjeux politiques à venir maintenant que l'élection présidentielle est passée, que les élections législatives sont passées. On se demandera quels sont les enjeux pour le prochain quinquennat en matière d'immobilier évidemment, mais aussi, pourquoi pas, de logement, des questions que nous poserons à Corinne Bérec, la vice-présidente d'Orpi. Et nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré là aussi à des sujets immobiliers. Nous nous demanderons si les niveaux de prix actuels en matière d'immobilier peuvent continuer à rester donc sur les mêmes niveaux, peuvent rester stables. On lit parfois de part et d'autre que ces prix devraient baisser sur 2022 ou 2023 en lien notamment avec des conditions d'accès plus difficile ou plus restreinte au crédit immobilier? C'est une question que nous poserons à Henri Buzicazo, le président fondateur de l'Institut du management des services immobiliers. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et c'est parti donc pour les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. L'immobilier où le logement pose beaucoup de questions en matière de politique ou de réglementation, comme par exemple évidemment l'application de DPE, l'entrée en vigueur d'audit énergétique ou effectivement tout ce qu'on peut voir en termes de réglementation autour donc des passoires énergétiques, mais pas que. Le logement pose également beaucoup de questions. Nous allons nous demander ensemble pendant une dizaine de minutes quels sont les enjeux maintenant que les élections présidentielles et législatives sont passées pour le prochain quinquennat en matière d'immobilier. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Corinne Bérec, la vice-présidente d'Orpi. Bonjour Corinne Bérec. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, justement, donc les élections présidentielles et législatives sont passées. À l'heure actuelle, on a conscience, ou en tout cas, on a eu confirmation que la Première ministre, Elisabeth Borne, était confirmée donc, au poste de Première ministre. On n'a pas du tout de vision sur le futur gouvernement. En revanche, on sait que sur les 2 mois qui se sont tenus entre l'élection présidentielle et les élections législatives, il n'y a pas eu de ministre du logement à proprement parler. En revanche, ce sujet du logement était rattaché à la ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. On ne sait pas ce qu'il en sera dans le nouveau gouvernement. L'idée ici n'est pas de parler de composition de gouvernement, je vous rassure, mais plus de vous poser la question à vous qui avez une vision terrain concrète du métier de l'immobilier. Quels sont, selon vous, les grands enjeux à prendre en compte, que ce soit en matière d'immobilier ou de logement pour les 5 années à venir ? Alors, ce qui est certain, c'est que le logement, ça a complètement disparu. Le mot logement a disparu du vocabulaire gouvernemental, puisqu'on n'a ni secrétaire d'État, ni ministre. Alors, ce n'est pas à moi de dire qu'il faut un ministre ou un secrétaire d'État, mais en revanche, il faudra un référent, obligatoirement, parce qu'on dépend pour l'instant du ministère de l'écologie. Alors, bien sûr que les enjeux sont importants et c'est fondamental, mais il faudra un référent pour redonner un souffle, en fait, à l'immobilier, pour se poser les bonnes questions. Parce que justement, vous dites redonner un souffle à l'immobilier. Quel nouveau souffle il faut donner si jamais il y a une personne dédiée au sein du gouvernement qui gère ces sujets immobiliers plutôt que les gérer en lien avec une transition écologique, mais peut-être directement d'un point de vue immobilier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quels sont les grands chantiers qui pourraient permettre de donner un souffle justement nouveau à l'immobilier? Alors, par rapport au ministère de l'écologie, il doit y avoir une transversalité, mais il faut se poser les bonnes questions. Si on ne réfléchit pas sur l'immobilier, sur le parc privé et sur le parc public, on va au clash. Sur le public, on manque de logements, on manque de logements sociaux, mais il faudrait se poser la question, est-ce qu'on a les bonnes personnes dans les logements sociaux? Est-ce qu'il y a des personnes en fait, qui sont dans ces logements sociaux qui devraient ne pas basculer dans les logements privés? Ça pourrait effectivement être une solution pour loger ceux qui en ont vraiment besoin et les mal logés, qui auraient besoin et qui attendent ces logements sociaux, donc dégager des logements. Dans le parc public, dans le parc privé, on a un gros souci, parce qu'en fait, le marché est complètement engorgé. On a eu des lois qui sont des fausses bonnes idées. On a eu la loi sur l'encadrement des loyers, c'est une fausse bonne idée. On a les permis de louer, c'est une fausse bonne idée. Alors, l'encadrement des loyers en ce qui concerne les passoires énergétiques, pour le coup. L'encadrement des loyers qu'on a depuis plusieurs années, en fait, ça n'a pas fluidifié le marché. L'encadrement des loyers dans les grandes villes, qu'est-ce qui s'est passé à Paris, à Marseille ou à Bordeaux? Les investisseurs, au lieu d'investir à Paris,
ils sont allés dans les plus grandes, dans les moyennes villes. Et en fait, donc, ils ont fait augmenter le prix des moyennes villes. En fait, sur le prix des augmentations, on a des villes en fait comme Strasbourg qui a augmenté de 17%, Nancy 15%, Chartres 31%. Donc en fait, les investisseurs ont investi dans ces villes-là au détriment de la population locale qui ne peut pas se loger. Et ça, pour vous, c'est une conséquence directe finalement de l'encadrement des loyers, puisque du coup, on perdait quoi en tant qu'investisseur? On perdait en rentabilité sur des investissements immobiliers dans la capitale, et donc on allait la chercher ailleurs. Et ça faisait mécaniquement augmenter les prix. En fait, la bonne volonté, elle va venir de tous. En fait, il va falloir en fait que les pouvoirs publics nous aident à avoir des lois en fait pour encourager en fait l'investissement, mais des vraies bonnes lois. Il va falloir que nos investisseurs chez Orpi, qui constituent en fait une bonne partie de notre clientèle, soient également un peu raisonnables. On ne peut pas dans l'immobilier, quand on investit, on ne peut pas et avoir des déductions fiscales et déduire ses intérêts d'emprunt et se faire payer l'intégralité de son loyer par son locataire, et en plus avoir une plus-value latente. Donc en fait, il faut que nos investisseurs soient plus raisonnables, et puis il faut vraiment encourager le marché de l'investissement, parce que moi je suis très inquiète pour les locataires. Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ne peuvent pas se loger. En fait. Ils ne peuvent pas acheter ou ils ne peuvent pas se loger même en location? Les deux. Les deux, d'accord. Que ce soit de la location ou de l'achat, ils ne peuvent pas se loger aujourd'hui. Oui, la moyenne de nos locataires, en fait, elle recule. Alors, effectivement, on vit plus vieux, ça c'est une bonne chose. Enfin, c'est aussi un gros problème pour nos seniors qui n'arrivent plus à rester chez eux, à payer leurs charges de copropriété. Donc, bien sûr, il y a des solutions chez Orpi comme le viager pour les accompagner, mais ça ne peut pas être que cette solution-là. On voit d'ailleurs que le viager revient pas mal dans les discussions depuis quelques années. C'était une formule un peu désuète, et là on voit effectivement que justement pour financer une fin de vie, ou en tout cas des années de retraite, après déjà pas mal d'années de retraite d'ailleurs pour certains, on vend la nue propriété de son habitat pour pouvoir financer le reste. Pour pouvoir rester chez soi, payer ses charges, et là vraiment nous on a un rôle à jouer en tant qu'agent immobilier, et chez Orpi on les accompagne effectivement pour qu'ils aient une vie décente. Le problème il est également chez nos jeunes. En fait, donc on vit plus vieux, mais on travaille plus. On arrive sur le marché du travail plus vieux. On se marie plus vieux. On a des enfants plus vieux. Et pour quand on est jeune locataire, avoir par exemple un studio en région parisienne, c'est compliqué. Donc ces jeunes locataires, on peut pas les avoir parce que les propriétaires, il n'y a pas assez de revenus, puisque les premiers revenus sont quand même assez faibles, ne sont pas à la hauteur parfois. On peut pas les acheter, c'est ce que vous dites? Pour la location, les propriétaires en fait ne vont peut-être pas prendre un locataire qui ne va pas avoir assez de revenus. Donc en fait, ces jeunes locataires, soit ils restent chez leurs parents, soit ils vont en colocation. Donc chez Orpi, on aide aussi à la colocation, on aide à faire comprendre à nos bailleurs qu'il faut accepter la colocation, ou alors ils ont des chambres chez l'habitant. Mais si on ne retrouve pas ces jeunes sur le marché locatif, ces mêmes jeunes-là, ils passent du studio aux 2 pièces, après ils achètent, mais la majorité des Français consacrent plus de 34% à leur logement. Donc on n'a pas de ministre de logement, on n'a pas de référent, mais c'est la première dépense des Français. Si on n'a pas ces jeunes au départ, comment on va les retrouver quand ils vont passer du studio aux 2 pièces ou du 3 pièces ou acheter une maison plus tard? Mais alors justement, je reviens sur le sujet de plafonnement des loyers dont vous avez parlé. Justement, est-ce que le plafonnement des loyers ne peut pas être un moyen de donner accès aux jeunes, à ceux qui ont le moins les moyens, au logement justement? Alors faudrait l'encadrer à ce moment-là partout en France. Alors pourquoi pas, mais avec certains garde-fous. Et puis il faudrait inciter les investisseurs, parce que si on n'a plus d'investisseurs, on va avoir encore un parc locatif qui va se réduire comme la peau de chagrin. La deuxième fausse bonne idée, c'est le permis de louer. Le permis de louer, je pense qu'il va complexifier le marché plutôt que de le fluidifier. Alors peut-être redéfinir pour ceux qui nous écoutent le projet de permis de louer. Le permis de louer, c'est des communes qui vont imposer en fait une autorisation à nos bailleurs pour louer leur appartement, et peut-être à chaque location. Donc ça, déjà, quand on est propriétaire d'un appartement, on loue avec une crainte. On se dit, est-ce que notre locataire va payer? On est déjà un petit peu anxieux. Donc si on rajoute en fait de la complexité avec ce permis de louer, ça va pas fluidifier le marché. Et le souci, en plus de ce permis de louer, c'est pour pallier aux marchands de sommeil, qui est un vrai problème. Est-ce que vous pensez que les marchands de sommeil vont demander des permis de louer à la mairie? Non, jamais de la vie.
Mais ça peut donner quand même peut-être un argument pour ensuite aller, un argument légal pour ensuite aller attaquer potentiellement un marchand de sommeil parce que justement il n'aura pas son permis de louer. Mais le marchand de sommeil, soyons réalistes, est-ce que vous pensez que le marchand de sommeil qui loue des logements indécents, il va aller se déclarer en mairie? Non, il va continuer à faire ses petites affaires. Donc ça ne va pas fluidifier, ça va le complexifier pour tous les bailleurs qui sont de bonne foi. Je reviens sur le sujet investisseur, puisque on est dans une émission sur la gestion de patrimoine, donc effectivement, on va s'intéresser un petit peu aux investisseurs. Quel impact justement d'un permis de louer sur un investisseur en immobilier, quelqu'un qui va acheter un appartement pour ensuite le mettre en location ou une maison pour ensuite la mettre en location? Ça veut dire que quoi? Ça crée une incertitude supplémentaire sur l'usage qu'on peut faire du bien qu'on aura acheté? Parce qu'un bailleur qui va être bien encadré par son agence, le client, on va lui proposer un logement décent qu'il va pouvoir louer et on va l'accompagner, on va étudier le DPE avec lui, on va l'accompagner pour qu'il ait une location, un parcours serein, fluide. Donc non, c'est pas le bailleur classique. Ça va rien lui changer, sauf que ça va le complexifier, cette démarche face à chaque location. Il va peut-être devoir redemander. Et puis on sait qu'en France, on connaît les lourdeurs administratives. Merci beaucoup Corinne Bérec d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler un petit peu les enjeux donc en matière d'immobilier. Selon vous, je rappelle que vous êtes la vice-présidente d'Orpi. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique immobilière et notamment au niveau de prix immobilier. Effectivement, depuis plusieurs mois maintenant, on voit les taux de crédit immobilier remonter d'ailleurs assez rapidement avec un taux d'usure qui court après et qui, du coup, mécaniquement peut rendre plus compliqué l'accès au crédit à un certain nombre de profils. Et on entend pas mal de professionnels de l'immobilier évoquer comme conséquence directe de cette hausse de taux de crédit une baisse potentielle des prix de l'immobilier à moyen ou long terme. Alors on a voulu comprendre un peu mieux le mécanisme et pour cela nous avons proposé à Henri Buzy-Cazot, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers, de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Bonjour Henri Buzy-Cazot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on entend effectivement que les prix de l'immobilier devraient baisser en lien mécaniquement avec la hausse des taux de crédit immobilier, avec un mécanisme assez simple. Moins de personnes qui peuvent avoir accès au crédit et donc du coup mécaniquement moins de personnes qui peuvent acheter, une demande qui baisse et donc des prix qui reculent. Est-ce que c'est aussi simple que ça aujourd'hui ? Je crois que ça va être aussi simple que ça et relativement violent. Après, l'ampleur de la correction des prix à la baisse, on va y revenir. Mais le maître mot, c'est la désolvabilisation des ménages. C'est-à-dire en clair, pour le dire très simplement, que vous ou moi, notre reste à vivre, lorsqu'on a payé aujourd'hui nos dépenses, notre capacité à acheter, tout ça est en érosion importante, probablement de l'ordre de 15% aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, premier effet mécanique, tout ce que nous achetons, que ce soit l'énergie, l'essence, que ce soit le gaz, que ce soit les denrées alimentaires, a augmenté considérablement, donc on se retrouve avec moins d'argent. Et ça rentre dans le calcul de solvabilité auprès d'une banque. Ça entre déjà dans l'appréciation très simple des ménages qui se disent j'ai moins d'argent aujourd'hui, je ne vais même pas chercher à m'engager dans un projet immobilier, je ne vais peut-être même pas aller voir mon banquier. Bon, ça c'est le premier effet, il y a un appauvrissement des ménages tout simplement. Deuxièmement, il y a une fragilisation du fait de deux causes lourdes. La plus récente, c'est l'inflation des taux d'intérêt, l'augmentation des taux. La première, il faut quand même la rappeler, c'était ces critères prudentiels édictés il y a maintenant 2 ans, mais qui ont pris force de loi au 1er janvier. Pas plus de 35% d'endettement pour un ménage. Les fameuses normes du Haut Conseil de stabilité financière, une durée d'endettement qui ne peut pas excéder 25 ans. Bon, ça déjà, c'était contraignant. Et puis, il s'ajoute la hausse des taux. La hausse des taux, un seul chiffre. Aujourd'hui, on a pris 60 points de base, comme on dit, en 4 mois. 0,6%, on peut le dire simplement. Bon. On sait qu'il y a encore devant nous une marge d'évolution des taux considérable. L'OAT, qui est la base des taux d'intérêt, a pris 200 points de base. Donc, vous voyez, on a répercuté moins d'un tiers
de ce qu'il faudrait répercuter. Ça alors qu'il y a une corrélation entre les deux. Oui, bien sûr. Mécanique, très simple. Hein, c'est le coût de la ressource. Donc très clairement, ces taux d'intérêt vont vers une hausse majorée. Un seul chiffre, vous montez de 0,10, vous perdez 10 000 acquéreurs dans l'immobilier. Voilà. C'est mécanique, parce que vous ne passez plus, la mensualité augmente, vos revenus, eux, ils sont ce qu'ils sont. Le problème de l'inflation aujourd'hui, quand j'entends, mais l'inflation, c'est l'ami de l'immobilier. Ça l'a été pour ça, je vous garantis que je l'entends aussi, parce que du coup, les loyers sont indexés. Oui, d'une part, et puis parce que l'inflation, bien compris, c'est l'inflation des coûts et l'inflation des revenus. Nous ne l'avons pas, l'inflation des revenus. Je ne sais pas si votre salaire a déjà augmenté en 4 mois, mes revenus n'ont pas bougé. Et j'ajouterais même que c'est justement la crainte des banques centrales aujourd'hui. C'est la crainte des banques centrales. Bon. D'ailleurs, la Banque de France, par exemple, a révélé que depuis 6 mois, on avait une augmentation de 10% des impayés, y compris de crédit immobilier. C'est-à-dire que ça tire. Les revenus n'ont pas bougé. Le reste a bougé. Donc aujourd'hui, cette hausse des taux, elle vient pénaliser une grande partie des ménages. Ce qu'on appelle la casse dans le métier de promoteur ou d'agent immobilier, c'est pas un joli mot malheureusement, mais il dit ce qu'il veut dire. C'est aujourd'hui un crédit sur 4 qui ne passe pas. Le dossier ne passe pas parce que le taux ne rentre pas dans l'équation du ménage. Et il s'ajoute à ça, vous l'avez évoqué, le fameux taux d'usure. Qu'est-ce que c'est le taux d'usure ? D'abord, c'est presque une exception française. Dans la plupart des pays de l'OCDE, il n'y en a pas. C'est-à-dire que les banques décident du taux maximum auquel elles vont prêter. Ce taux, il est réglementaire en France. C'est 2,40 au moment où on parle. Et il est calculé... Ça évolue tous les trimestres. Ça évolue tous les trimestres. Il est calculé dans le rétroviseur, avec des données qui ont en effet plusieurs mois. Donc l'actuel taux ne rend pas compte de l'inflation. Et les banques se retrouvent avec un plafond de verre. Elles excluent donc des ménages pour lesquels elles prêteraient au-delà de ce taux, parce que le coût de la ressource est celui-là, le risque que présentent ces ménages, à leurs yeux, vaut tel ou tel niveau de taux, on serait à 2,50, 2,60. Donc vous avez une exclusion par la hausse des taux avec des ménages qui ne passent plus, tout simplement, et puis une exclusion par le taux d'usure avec des dossiers qui ne sont même pas regardés par les banques parce qu'il faudrait se mettre au-delà des 2,40. Voilà. Donc il y a un débat derrière le ministre de l'économie. Vous parliez tout à l'heure avec la vice-présidente d'Orpi des mesures à prendre. Il y a une question de recalcul du taux d'usure ou de révision partielle. De méthodes de calcul différentes, effectivement. Absolument. Oui, parce que, alors, effectivement, je regardais, par exemple, ce matin, alors ça vaut pour ce matin, mais l'OAT est actuellement aux alentours de 2%. Ça veut dire qu'effectivement, si vous avez une OAT à 2% et un taux d'intérêt de crédit, juste d'intérêt de crédit aligné sur l'OAT, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui encore. Ce qui n'est pas le cas. On serait à 2% potentiellement. Vous rajoutez une assurance emprunteur ou autre, mécaniquement vous sortez en fait du champ du taux d'usure. Enfin, vous pouvez négocier tout ce que vous voulez, mais en tout cas vous vous en approchez. Donc ça voudrait dire finalement qu'il faudrait augmenter ce taux d'usure ou changer la méthode de calcul, mais est-ce que ça ne viendrait pas un peu moins protéger les acquéreurs ? Écoutez, on a un système bancaire français qui, à cet égard, a fait ses preuves. Regardez les 50 dernières années, ou même les 30 dernières, il y a eu des crises immobilières. Les banques françaises se sont bien tenues. Elles ont fait traverser ces périodes aux ménages français, emprunteurs immobiliers. Elles n'ont jamais surendetté les ménages. Le surendettement n'est jamais venu du crédit immobilier, il est venu du crédit conso et d'autres considérations sociales. On peut faire confiance aux banques françaises. Ce n'est pas le cas de toutes les banques, notamment anglo-saxonnes. On pourrait se passer de ce taux d'usure. Il y a un choix en France de vouloir réglementer, parfois surréglementer. Est-ce qu'on protège l'emprunteur ? Aujourd'hui, on ne le protège pas, on l'empêche d'accéder à la propriété. Ça, c'est une question. Il vaudrait mieux être plus vigilant sur l'octroi des crédits aux ménages les plus fragiles, mais sans qu'il y ait ce plafond qui, aujourd'hui, coupe en gros, allez, on va dire un tiers des primo-accédants potentiels, ceux qui font un premier achat, de l'acquisition immobilière. Un tiers. Oui, parce que c'est eux les premiers concernés. C'est les premiers concernés. C'est les plus fragiles, c'est ceux qui ont les plus faibles revenus, qui n'ont pas d'apport personnel. Donc, quand la banque regarde leur dossier, on appelle ça un mauvais risque ou un risque relativement lourd pour la banque. Elle peut en faire le pari
elle a assez de responsabilités, assez d'expérience pour en faire le pari sans qu'il y ait de mauvais parcours de remboursement. Aujourd'hui, elle est empêchée de le faire purement et simplement, comme elle l'est d'ailleurs par les critères du Haut Conseil de stabilité financière. Je crois que les données nouvelles, cette inflation, on ne l'a pas vu venir avec cette ampleur, elle est là et elle est durable. Elle est durable. Ça va nous conduire à modifier certaines règles, à les assouplir, à les adapter, sans quoi c'est le marché immobilier. Je ne parle pas des professionnels, je parle des ménages qui ont envie, qui ont besoin de devenir propriétaires pour tous ceux qui y sont prêts. Alors justement, on parle, vous évoquez l'inflation, donc il y a deux critères, enfin il y en a sûrement beaucoup plus, mais on va concentrer sur ces deux-là. Il y a d'un côté l'inflation donc sur le sol européen, le sol français, de l'autre la hausse des taux de crédit, d'ailleurs les deux sont liés évidemment. Oui. Quand on parle de hausse de taux de crédit dans un environnement normal, on considère que, alors je parle sous votre contrôle, mais qu'il faut attendre un an et demi avant de voir une baisse significative en matière de prix d'immobilier. Oui. Là actuellement, sur le premier trimestre 2022, j'entends un certain nombre de gens dire que déjà on a moins de volume de vente, donc est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que ça aille plus vite dans certaines régions ? C'est brutal. Les volumes de vente, on n'a pas sur l'ancien de chiffres instantanés, on en a sur le neuf. On est à moins 25,5% sur une année glissante d'achat de maisons neuves. D'accord. On est à un peu moins de moins 10% d'achat d'appartements neufs. Dans l'ancien, on est dans des proportions comparables. On a sans doute moins 15 ou moins 20% en volume depuis 4 mois, depuis la déclaration de guerre à l'Ukraine. Hein, ça a été brutal. Et ça s'explique par l'inflation ou parce qu'on a fait une très bonne année 2021 en rattrapage Covid ? Non, on a fait l'année qu'on devait faire. C'est-à-dire que nous sommes calibrés pour faire 1 200 000 transactions. C'est la respiration normale du marché. Ce sont des marchés qui sont faits par les besoins des ménages. Donc, non, il n'y a pas eu une année merveilleuse après laquelle on pourrait dire c'est normal. Non, pas du tout. Cette baisse, elle est pathologique. Elle est due à l'anxiété des ménages. Ça n'a rien à voir avec même l'inflation. C'est la guerre qui pèse sur leurs épaules. Et bien sûr, les effets aujourd'hui du dérèglement économique. Si les prix ne viennent pas resolvabiliser les ménages qui sont affaiblis par l'inflation, le marché se verrouillera. C'est mécanique. Il y a une élasticité prix de la demande. Hein. L'immobilier n'échappe pas à cette règle. Alors on peut dire que c'est un marché tendu, il y a des besoins, ça va continuer à augmenter. On voit déjà que ce n'est plus le cas et que ça n'est pas possible. Il faut que les ménages puissent accéder. Moi, j'attends des corrections à la baisse. Alors, ce n'est pas une dégringolade des prix, il faut être très précis sur les mots, parce qu'en effet, il y a une demande très très forte sur tous les territoires, dans les métropoles, mais pas seulement, dans les villes moyennes, aujourd'hui, vous le savez, voire dans les territoires ruraux. Ça va soutenir relativement les prix. Mais il faut une correction. Ce que les ménages perdent à cause des taux d'intérêt, à cause de l'inflation en général, quotidienne, il va falloir que l'immobilier le leur redonne, en quelque sorte, par des prix qui vont être atténués. On le constate déjà à Paris, qui est évidemment la ville où les prix sont le plus élevés et augmentent généralement le plus vite. Mais là où il y a beaucoup de demandes aussi. Où il y a beaucoup de demandes, et bien malgré cela, on le voit, c'est déjà le cas à Paris depuis quelques mois, les agents immobiliers le ressentent, c'est vrai dans beaucoup de très grandes villes, les 10 autres métropoles commencent à le sentir, et dans des villes moyennes où en plus, il y avait eu un effet rattrapage, depuis un an, on a eu des augmentations à 2 chiffres, hein. C'est le cas du Havre, de Caen, d'Angers. Et donc là, ça devrait se calmer À tout le moins, le jeu va être calmé, et je pense même qu'il y aura un retour en arrière léger, oui. Alors, un questionnement quand même par rapport à ce que vous nous dites, c'est on a d'ailleurs eu sur le plateau de Smart Patrimoine la Fédération des promoteurs immobiliers qui dit qu'ils ont du mal à faire sortir des immeubles de terre. Est-ce que du coup, ce blocage sur l'offre nouvelle d'immobilier ou de logement peut justement avoir l'effet inverse que vous décrivez et justement faire en sorte que même s'il y a moins de demandes, s'il y a moins d'offres aussi, maintenir quand même le marché sous tension ? Vous savez, les effets de report du neuf sur l'ancien, il y a des thèses à écrire sur le sujet. Il y en a peut-être eu d'ailleurs. C'est pas si évident. D'accord. La clientèle qui veut une maison neuve, qui veut un logement neuf, un appartement, défiscalisation pour loger quelqu'un, sont des clientèles spécifiques. Le report sur l'ancien n'est pas considérable. Donc, ça ne vient pas considérablement peser. Il est certain néanmoins que les besoins sont beaucoup plus importants que l'offre de logement ne l'est.
qu'on parle de neuf ou qu'on parle d'ancien, les deux additionnés, et que donc le marché français sera toujours un marché soutenu par la demande. Et c'est pour ça que je n'imagine pas, je le dis aux propriétaires vendeurs, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, quand je parle de correction à la baisse. Vous savez, consentir 5% de moins par rapport au prix qu'on avait souhaité et qu'on a confié à un agent immobilier dans le mandat, ça n'est pas grave. En revanche... Tout dépend quand on l'a acheté. Si on l'a acheté il y a 20 ans, c'est pas très grave. Si on l'a acheté il y a 3 ans, c'est un peu plus compliqué. Oui, et puis même, si on l'a acheté il y a 3 ans, c'est une moins bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'on a besoin qu'il ait une liquidité, on a besoin que la vente se fasse. Donc, corriger de 3, 4, 5%, 6%, il faut savoir le faire. Si on a acheté il y a 10 ou 15 ans, je suis désolé, il n'y a pas photo, hein, on a pris la plus-value en général, et ce n'est pas douloureux. S'il y a une baisse de 30%, on a connu ça. Voilà, moi j'ai connu la première crise en 91, on a connu ces corrections-là, de 30%. Je n'imagine pas ça. J'imagine en revanche un réajustement des prix qu'il faut avoir le courage de faire si on est un vendeur, qu'il faut avoir le courage de demander si on est un mandataire, un agent immobilier. Ça n'est pas facile, ça n'est pas la meilleure nouvelle à annoncer à un vendeur, mais c'est le marché qui veut cela. Henri Buzicazo, il nous reste encore 1 ou 2 minutes. Si jamais le gouvernement vient à revoir la méthode de calcul du taux d'usure, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que ça va donner une respiration au marché immobilier qui continuera sur la même dynamique, ou de toute façon il faut s'attendre à une correction dans un contexte où les prix augmentent sur tout ce que l'épargnant peut avoir à acheter? Cette correction, on l'aura. Ce que le gouvernement pourra faire pour faciliter néanmoins un marché qui va souffrir, parce que les ménages vont souffrir, sera bienvenu. On peut imaginer une révision du taux d'usure, vous avez raison. On peut aussi imaginer, il faut peut-être repenser à la déductibilité des intérêts d'emprunt. On avait connu cette mesure, et puis elle est devenue inutile avec des taux proches de zéro. Donc on déduit les intérêts de son emprunt de ses impôts. Absolument, on a connu cette mesure à plusieurs reprises au cours des 40 dernières années, mais le plus récemment, alors que Nicolas Sarkozy était président de la République, hein, on se le rappelle, ça a été une mesure qui probablement l'a aidé à être élu d'ailleurs, elle a plu aux Français, elle est devenue inutile. Aujourd'hui, elle redevient utile si on peut atténuer la facture fiscale des ménages qui vont s'endetter, eh bien on leur redonne aussi indirectement du pouvoir d'achat et de l'oxygène. Si jamais, parce qu'effectivement l'inflation sur le sol européen, et pas que d'ailleurs, est essentiellement due donc aux matières premières, et notamment aux matières premières énergétiques, est-ce que ça veut dire que par exemple l'immobilier des villes devrait mieux résister que l'immobilier de campagne, puisque il y aura le sujet du prix de l'essence qui rentrera en compte? Vous avez raison. On va voir des impacts différenciés sur les territoires, notamment parce que ce que les ménages doivent payer pour vivre n'est pas du même niveau, en particulier à cause des déplacements. Vous avez tout à fait raison. Et ça, on l'avait un peu perdu de vue avec l'engouement pour ces territoires où on vit bien. Hein, la Covid a détourné le regard vers ces territoires-là. Il reste que ces territoires exigent des dépenses d'énergie qui aujourd'hui sont quasiment insupportables aux ménages. Oui. Merci beaucoup Henri Buzicazo d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler donc votre expertise en matière d'immobilier. Je rappelle que vous êtes président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Merci à vous également de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.